On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe poursuit sa série sur l'histoire de l'école. Emmanuel Lamontagne nous révèle les secrets des tombeaux de François de Laval et Valérie Laflamme-Caron nous raconte son passage de la dénonciation au pardon. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du tentaculaire James Langlois. Bonjour James. On ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Hein? On le sait pas trop. Ouais. Non, mais moi je le sais, c'est très positif. Grâce à ta grande polyvalence, on a à la fois un co-animateur, un technicien. C'est toi qui commandes les textes sur le site web aussi. Quoi de neuf sur le site web du Verbe, James? Hey, y a plein de choses, là. C'est-à-dire, il y a des textes souvent qui accompagnent les chroniques radio, si vous ne le savez pas, des fois qui reprennent pas exactement le même contenu que les chroniques, mais qui vont plus loin, même qui expriment dans d'autres manières, qui donnent des informations complémentaires. Bref, allez voir sur notre site web, il y a vraiment toutes sortes de textes en lien avec les chroniques. Par exemple, il y avait la chronique il y a 2 semaines là, de Valérie Laflamme-Caron qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie. Salut Antoine. De quoi tu parlais donc il y a 2 semaines? Du travail des ados. Exactement. Là, tu parles encore de la jeunesse, mais de la tienne cette fois-ci. Oui, beau lien. Eh oui, je sais, j'ai travaillé fort si tu savais. Alors, ça va être la portion témoignage de l'émission qui va être à la toute fin. On a très hâte d'entendre ça. Tu vas nous parler de ton enfance et d'un traumatisme aussi. Oui, puis ce qui s'est passé par la suite. Là. Évidemment, on n'en restera pas là. Oui, Dieu merci. Merci d'être avec nous, Valérie. On a aussi Emmanuel Lamontagne. Salut. Bonjour, Antoine. Aujourd'hui, aujourd'hui, on parle d'un 5. On a fêté plus au début du mois de mai. Là, on est déjà un peu plus loin, mais de qui il s'agit? Oui, en fait, aujourd'hui, moi, je vous parle de Saint-François de Laval. Ouais. Mais après sa mort, pas de son vivant. Donc, de ses voyages post-mortels. Il a vécu plein d'aventures une fois mort. Lui. Exactement. Presque autant que vivant, en fait. C'est capoté. Alors, on reste à l'écoute et on va avoir ça en deuxième portion d'émission. Merci d'être là, Emmanuel. Et Thomas Plouffe, salut. Bonjour, monsieur. Toi, tu n'avais pas eu assez de la chronique de l'autre jour sur l'histoire de l'école. Là, tu poursuis l'aventure. Ben c'est pas moi, en fait. Là, je suis sûr que tout le monde en redemandait. Alors, on a eu des tonnes de courriers. Je suis là. Pour avoir la suite de l'histoire. Ouais. Alors, c'est dans quelques instants. La dernière fois qu'il est venu en studio, le doctorant en psychopédagogie et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et chargé d'enseignement, Thomas Plouffe avait entamé avec nous une histoire de l'école. Sans surprise, on n'avait pas réussi à couvrir 3 millénaires en 14 minutes. Hein? Non, c'est ça. Alors, on poursuit l'aventure avec lui aujourd'hui. Salut Thomas. Salut. Avant de plonger dans la période qui nous concerne plus spécialement dans ta chronique de cette semaine, tu vas nous faire un petit récapitulatif de la dernière fois. Pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, là, c'est sûr, ça prend une petite entrée en matière. Ouais. Oui, la dernière fois, je parlais de l'école dans sa portion, disons, durant l'Antiquité, puis jusqu'au Moyen-Âge, en fait. Mm-hmm. Puis ce qui était essentiellement à retenir, là, ça va faire en sorte qu'on va avoir l'impression que j'aurais pu résumer toutes mes chroniques en une. La dernière fois, c'était de dire que l'école, en fait, est apparue au Moyen-Âge. Principalement en raison du rôle de l'Église, en fait, qui a vraiment créé un milieu moral organisé autour de cette idée-là d'instruire les jeunes, puis les adultes aussi, de les tourner vers Dieu, en fait, pour leur conversion. Fait qu'il y avait cette idée-là. Après ça, il y avait Charlemagne aussi qui est arrivé pareil, après l'école, mais qui, lui, est arrivé avec son espèce de lab-école version nomade, laboratoire d'incubation, de réflexion avec accompagné de ses gros cerveaux
Thibault pour il y avait Ricardo avec lui, il y avait aussi Pierre Thibault, là, c'est ça, exactement. l'architecte, tout ce monde-là travaillait. Pierre Lavoie, exact. Ouais. Puis, et un dernier point, le Moyen-Âge se termine vraiment avec cette cour-là nomade qui s'arrête en fait à Paris, qui s'ancre à Paris. Qui pose ses pénates. Oui, puis avec la conséquence que en fait, là, cette école-là, laboratoire, se transmet, puis il y a l'apparition des premiers collèges puis des premières universités, mais qui sont très, très, très réservés. Là. Ça reste très élitiste, très, très réservé pour quelques individus, très, très exclusivement des hommes qui viennent de l'élite culturelle. Là. Fait que ça campe l'entrée en matière vers la période historique suivante. Alors, on a fait les 2 premiers millénaires de l'histoire de l'école. On arrive à la fin du Moyen-Âge et on en sort même aujourd'hui. Oui, la Renaissance. On entre dans la Renaissance. Ah, voilà. On est à quel siècle? La Renaissance, là, d'ailleurs, c'est une période historique, des fois, qui n'est même pas comptabilisée. Là. Il y a des gens qui... Mais c'est une espèce d'entre-deux entre le Moyen-Âge puis les temps modernes. Ouais. Mais dans notre cas ici, on va la considérer parce qu'elle est importante pour l'histoire de l'école. Ouais. Puis la Renaissance, on va dire qu'au 15e siècle, on va situer son début. Puis, entre autres, en raison il y a plusieurs éléments qui arrivent qui sont interreliés puis qui viennent créer ce qu'on appelle un décentrement dans la vision qu'on a de l'univers et éventuellement de l'homme. Puis, je voulais vous demander justement, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à cette époque-là qui fait qu'il y a un décentrement? J'ai des indices, là, mais... Ouais, la question est à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la redécouverte des textes anciens, en bonne partie. C'est pas considéré dans ce que... Non. Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que c'est une sorte de révolution copernicienne? Il y a cet élément-là, c'est sûr. C'est sûr que parmi les... Tu sais, il faut comprendre qu'avant, il y avait vraiment l'idée d'un univers qui était fini, d'un univers qui était limité. Puis, entre autres, ce qui vient complètement ouvrir les horizons des... J'aime l'image. On voit ton esprit s'ouvrir dans des c'est mimes, comme... ouais. D'ailleurs, le concept même de renaissance est assez parlant. L'homme qui naît à nouveau. Il y a vraiment, oui, c'est sûr, le passage du géocentrisme vers l'héliocentrisme, là, l'idée que l'univers c'est ça, n'est pas fermé sur lui-même, mais est infini. Il y a cette idée-là. Il y a d'autres choses. Les grandes découvertes aussi. Des grands explorateurs, colons, etc. Exactement, qui ont ouvert aussi la même chose, qui ont ouvert le monde. T'sais, tout ça arrive à peu près, on s'entend, là, c'est 200 ans, mais qui arrive à peu près dans des époques puis qui s'inter-influencent. Donc ça a obligé les éditeurs de manuels à retourner à la table à dessin. S'il y en avait eu, mais là, il y en a un autre élément qui a créé un gros décentrement, c'est l'invention de l'imprimerie parce qu'en fait la culture était entre les mains de des moines. De très peu de monde, puis même là fait que l'imprimerie ça démocratise la culture là. La Renaissance, c'est un peu comme la Révolution tranquille, tu sais, avant on vivait dans l'âge de pierre puis maintenant on est cultivé mais longtemps c'est moi je suis pas historien, hein, je fais mon possible. mais longtemps, si j'ai bien compris, c'est vraiment la vision qu'on avait, puis je pense que c'est assez récent qu'on a redécouvert en fait là, tout le Moyen-Âge avec ce que ça comportait aussi de richesse, parce que non, c'est pas tout à fait comme ça, mais des fois, même dans les termes, on a un peu cette impression-là. Là. Mm-hmm. Le siècle des Lumières... moyen-âgeux, c'est pas un compliment. À la fin de la Renaissance, il y a le siècle des Lumières. Là, en anglais, on appelle ça « the Enlightenment ». L'idée que c'est comme si on était dans les ténèbres, et là, il y a eu la révélation lumineuse qui est venue nous éclairer. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, je vois dans tes notes aussi que suite à ce décentrement-là, il y a une poussée, c'est un peu ce que tu viens de dire, une poussée humaniste aussi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là que l'univers est infini. Puis, puisque l'univers est infini puis que mes horizons sont rendus je peux regarder à perte de vue, il y a vraiment, forcément, il y a des gens qui se repenchent sur la nature humaine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se demandent, OK, mais est-ce que dans la nature humaine elle-même, est-ce qu'on connaît la nature humaine? Quelle est-elle? Puis c'est comme si, à quelque part, on veut doter à ce nouveau monde un homme nouveau à son image. On veut faire un homme nouveau qui va être à l'image de ce monde-là qu'on veut créer. Puis, pour créer cet homme-là, il faut passer par l'éducation. Alors, il y a un tout nouveau, je vais utiliser des termes de ministère de l'Éducation, un tout nouveau projet éducatif qui se met en branle. En fait, il y a beaucoup de penseurs qui réfléchissent à cette idée-là de la nature humaine. On veut des noms. Entre autres, Erasmus, là, qui est un Néerlandais, je pense, là, puis, ou Rabelais, qui ont écrit beaucoup et qui ont vraiment déployé la pensée humaniste, là, les premiers à le faire. Mais ça reste, là, on regarde ça avec le recul, puis on se dit, voilà les premiers pédagogues qui ont... Mais à cette époque-là, ces idées-là sont
purement théorique. Ça descend aucunement sur le plancher des vaches. Là. Il n'y a pas de répercussions dans l'école. L'école reste encore... elle utilise encore les mêmes méthodes pédagogiques. En fait, c'est encore juste pour une faible minorité de la population. Mais il commence à avoir cette idée-là d'humanisme là, qui vient changer les perceptions, la perspective. À partir de quand ou de quoi il va y avoir des changements sur le terrain, des changements pédagogiques, Thomas Plouffe? Bon, mais ça vient au 17e siècle. Donc, à peu près, tu sais, les décentrements, les grands éléments du décentrement, c'est plus au 15e ou au 16e siècle. Au 17e siècle, on commence à voir des changements sur le plan, c'est ça, de la pédagogie. Puis qu'est-ce qui suscite ça? Un des éléments, c'est la réforme protestante qui est apparue dans ces années-là, puis dans la réforme protestante, qui était en réaction aux crises qui avaient lieu dans l'Église, il y a cette idée-là, que les protestants avaient cette idée-là très forte que l'éducation devait passer c'est-à-dire qu'on devait inciter les gens à lire les Écritures dans leur langue, et que ça devait passer par un apprentissage de tous et chacun de la lecture-écriture, entre autres. Ce qui avant n'était pas nécessairement le cas. Fait que donc, les protestants, eux autres, ils sont très, très forts pour créer des écoles. Fait qu'ils créent des écoles, et en réaction à ça, parce que là, au début, l'Église se dit, bon, c'est correct du moment qu'on a encore un peu... on a voix au chapitre, on peut encore... Mais à un moment donné, là, ça devient un peu un contre-pouvoir. Puis là, l'Église réagit à ça, puis fait la contre-réforme catholique. Puis de cette contre-réforme-là, il y a la naissance de la Compagnie de Jésus, l'Ordre des Jésuites, qui, eux, jouent un rôle fondamental dans toute la suite de l'histoire de la pédagogie, parce que eux, c'est vraiment les premiers à avoir été, entre autres, des pédagogues, donc des enseignants, des profs, et à avoir, suite à leurs expériences, avoir écrit des traités de pédagogie. Fait que, avant ça, il n'y avait rien là-dessus. C'était juste des idées en l'air. Mais après ça, dans le concret, les gens faisaient un peu improvisaient. Ils allaient avec un peu... le gros bon sens. Oui, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient... Mais, tandis que les Jésuites, eux autres... Ils ont organisé une pensée sur l'éducation. C'est un bon mot que tu utilises, parce que vraiment, les Jésuites, ils concevaient en fait que comme la nature était ordonnée, l'éducation devait être ordonnée autant que dans la nature. Donc, ils ont ordonné, là, tu ne pouvais pas plus ordonner que ça. Là, ils ont tout organisé, tout était réfléchi. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard là, dans l'éducation des Jésuites. Là. Et ça, clairement, ça contribuait à l'essor de l'école ou l'institution de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, on se situe à 17e, tu disais tantôt 17e siècle, 18e siècle, là, les Jésuites. Ça, c'est principalement au 17e siècle. Okay. Réforme, je disais réforme protestante, après ça, contre-réforme catholique. Là, Puis après ça, en parallèle, il y a aussi l'idée que c'est sûr qu'on voit de plus en plus que l'éducation morale chez les jeunes a des effets ensuite positifs au niveau de la vie en milieu urbain. Parce qu'en milieu urbain, il commençait à y avoir de plus en plus d'enjeux parce que la population était... plus dense. Plus dense, ça engendrait toutes sortes de problèmes sociaux. Puis donc, l'éducation joue... Fait que face à ça, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes. Puis c'est comme une interaction entre l'émergence de la Compagnie de Jésus, là, des Jésuites, puis le fait qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, qui fait qu'ils sont obligés de se pencher sur les questions pédagogiques. Parce que tant que tu as 2-3 enfants dans une classe, là, tu ne te poses pas des questions de pédagogie. Là. Les choses t'apparaissent simples, puis tout va bien. Mais là, quand tu en as 30, là, tu es obligé de te demander comment je fais pour que ça marche. T'sais. Ça te prend un système de récompense avec des étoiles. Un système d'émulation. Donc, mais ça, c'est au 17e siècle. Ouais. Puis, il y a vraiment... c'est ça, les Jésuites ont marqué l'éducation. Il y a plusieurs grands penseurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont passés par l'éducation des Jésuites, là, notamment Molière, Descartes, Saint-Exupéry, Bernanos. Il y en a une pelletée. Nommons-les. Vas-y. On n'a qu'à penser au Québec. Les grandes institutions historiques viennent entre autres des Jésuites. Même une des toutes premières institutions, le Collège des Jésuites au Québec. Là, tout à fait. C'était dans le Vieux-Québec. Puis à l'époque, justement, les Jésuites avaient quand même une forte influence en Nouvelle-France, mais il y avait aussi les frères des écoles chrétiennes. Puis il y avait chez les demoiselles, il y avait les Ursulines aussi qui ont rapidement fondé des écoles. Mais tout ça, toujours avec l'idée que on faisait une éducation qui était principalement morale. C'est-à-dire que l'idée, c'était de former les êtres sur le plan moral. C'est plus tard que va venir toute la question de l'éducation sous une autre forme. Puis par rapport aux Jésuites, oui, il y a plein de grands penseurs qui ont émergé des Jésuites, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué a posteriori, qui ont critiqué leur approche qui était très, très contrôlante. C'est bien encadré, disons.
Il y avait, tantôt, je suis tombé sur justement Georges Bernanos là, qui a écrit. Il disait: le vieux rêve des Jésuites depuis 150 ans était d'organiser la chrétienté selon la méthode de la dictature totalitaire et de la raison d'État. Il ne va pas de avec le dos de la main morte, comme ça. Avec le dos de la main morte. Oui. Fait que c'est ça. Les Jésuites ont certes énormément apporté. En fait, sans eux, il n'y aurait pas eu de premier traité de pédagogie qu'on aurait pu ensuite disons, déconstruire puis essayer de revoir, mais on est capable de voir aussi qu'il était... il y avait encore cette idée-là à l'époque là, que dans les classes, là, c'était le maître qui j'avais lu, ça disait tantôt, le savoir doit couler du maître vers l'enfant. Là. C'est vraiment... L'enfant est là pour accueillir le savoir que le maître possède puis qu'il doit lui transmettre. Puis aujourd'hui, c'est pas ça qu'on voit dans les écoles. Mais tu sais, moi, je vais revenir pour une autre chronique parce que je suis tannant. Puis je vais... Tu sais, il y a un changement qui arrive plus tard, là, qui arrive au 19e siècle, là, qui fait qu'on a des nouvelles pédagogies de l'enfant qui naissent. Là. Donc, à suivre. Ben, à suivre, là, si les gens le veulent. Ben oui, écrivez-moi encore par centaines. On n'est pas du monde, ONPDM, @le-verbe.com. Hey, merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ces... Ben là, tu avais fait 2 millénaires la dernière fois, là, tu as fait 2 siècles. Ouais, c'était raisonnable. Hein? C'était bien ramassé, ouais. Merci beaucoup. On peut te lire et t'écouter régulièrement sur notre antenne. Je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et chargé d'enseignement aussi. Oui. Chargé de cours, hein? Chargé d'enseignement, c'est une autre histoire. Ah, pardon, chargé de cours. Et ben là, restez à l'écoute. Au retour, on perce tous les secrets des tombeaux de François de Laval avec Emmanuel Lamontagne. Quand le soleil frappe à ma porte, moi je rentre. Quand la nuit cogne à ma fenêtre, je m'éteins. Quand les possibles tendent à disparaître, je décolle et je m'envole pour d'autres horizons. Paraît qu'il est plus facile de vivre accroché sur une île qu'à la dérive. Paraît qu'il est plus facile de vivre accroché sur une île qu'à la dérive. J'attendrai, ivre de rire et de confession, que le soleil se lève. Moi je rentre. Quand l'écume frôle mon rivage, je m'éteins. Quand la marée vole tout sur son passage, je décolle et je m'envole pour d'autres horizons. Paraît qu'il est plus facile de vivre accroché sur une île
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Insulaire de Virginie B. Le 6 mai dernier, l'Église universelle célébrait la mémoire du premier évêque d'Amérique du Nord, Saint François Montmorency de Laval. Si on en connaît pas mal sur sa vie, sur les voyages qu'il a fait, ou sur l'intensité de l'activité missionnaire de Monseigneur de Laval, ses nombreuses pérégrinations et aventures post-mortem, elles, demeurent encore un secret bien gardé. Pour percer ce mystère, on reçoit nul autre que l'historien de l'art et ancien guide touristique à la Basilique cathédrale de Québec, Emmanuel Lamontagne. Salut Emmanuel. Bonjour Antoine. Je viens de mentionner, tu as déjà travaillé à la Basilique cathédrale. C'est pas un détail là, pour l'histoire qui nous concerne aujourd'hui. Il n'y a aucun mystère là, qui demeure dans l'obscurité pour toi en ce qui concerne la vie post-mortem. Je sais, c'est un paradoxe, là. C'est antinomique. La vie post-mortem du corps de François de Laval. Oui, en fait, François de Laval, c'est ça, comme tu disais, il a beaucoup voyagé de son vivant. Il a fait plusieurs allers-retours entre la France et la Nouvelle-France, qui prenait quand même plusieurs mois à l'époque. Il a parcouru son diocèse immense, qui couvrait pratiquement toute l'Amérique du Nord. Le diocèse de Québec étant le plus ancien diocèse en Amérique au nord du Mexique. Et une fois qu'il est décédé, il a continué à se promener. Un peu étonnamment, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous rassure, ce n'est pas une chronique à la Jean-Philippe Marceau. Il n'y aura pas de zombies puis de vampires. C'est vraiment, on parle d'un corps qui se promène et que ce n'est pas le corps qui se déplace par lui-même. OK, il y a des gens qui vont déplacer le corps. Bon. On est rassurés, merci. Donc, commençons avec le décès. Mais tout ça, c'est fait dans le plus grand respect. Là, oui, la toujours. Mortelle. Toujours, là. Non. On n'est pas dans la profanation ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est pas le corps de tout le monde qui se promène comme ça après la mort. Non. Déjà, c'est pas le corps de tout le monde qui va être déterré. La majorité des gens ne seront pas déterrés. Du moins, on l'espère. Dans l'Église, on appelle ça la translation. La translation. Ah, il y a même des fêtes de saints que c'est la translation de leur corps. Pour vrai? Un exemple? Saint-Dominique. Pour la translation de Saint-Dominique. Est-ce qu'il y a une fête de la translation de Saint-François de Laval? Non. Pas encore? Non. Donc, Parle-nous, Emmanuel, des translations. Donc, le 6 mai, en fait, quand on a fêté François de Laval, il n'y a pas très longtemps, c'est la journée de son décès. Okay. Donc, il est décédé le 6 mai 1708 à 7h30 du matin. De quoi? Il est décédé des complications causées par une engelure au talon qu'il aurait contracté en disant la messe du vendredi saint, quelques semaines avant le mois de mai. La légende raconte qu'il faisait tellement froid pendant le temps pascal qu'il devait percer la glace dans les bénitiers pour se servir de l'eau. Bon, ça relève de la légende peut-être plus que de la réalité. C'est sûr que l'isolation à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui non plus. Mais ça nous rassure parce que ceux qui pensent qu'on a eu un hiver difficile cette année, l'hiver 1708, c'était quelque chose. Exactement. OK. Et puis, de son vivant, il avait maintes fois manifesté son décès d'être inhumé au séminaire de Québec, qu'il a fondé en 1663, et non dans la cathédrale, comme c'est le cas normalement pour tous les évêques. Sauf petit problème, quand il est décédé en 1708, il n'y avait plus de chapelle au séminaire parce qu'elle a brûlé en 1701 et elle n'avait pas été reconstruite. Donc, c'est un petit peu par défaut qu'il s'est ramassé dans la cathédrale Notre-Dame de Québec. Donc, il a été enterré à la cathédrale, tout d'abord. Mais pour respecter d'une manière un petit peu morbide sa volonté d'être au séminaire, son cœur a été prélevé par le docteur Michel Sarrazin pour être conservé dans un reliquaire qui a été placé dans la chapelle du séminaire une fois qu'elle a été reconstruite. Un reliquaire qui porte le cœur de quelqu'un, est-ce qu'on appelle ça un reliquaire? Ou... Je ne saurais te dire. Oh! Donc, et en même temps, il y a certains os aussi, des cheveux qui ont été prélevés à ce moment-là pour en faire des reliques, ainsi que le sang. Il y a une partie du sang qui a été absorbée par des linges qui a été coupés en petits morceaux. Donc, il y a eu plus de 3000 reliques qui ont été faits de la sorte. Donc, est-ce qu'on retrouve ça encore sur le marché des reliques, là, ces morceaux de tissu-là avec du sang de François? Il n'y a pas de marché des reliques, Antoine. Moi, j'en ai jamais vu. Pour l'histoire, là, par rapport à ça, moi, j'en ai jamais vu personnellement. Le reliquaire qui contenait son cœur a été perdu ou détruit depuis l'époque. Ça, on ne sait pas où est-ce que c'est aujourd'hui. Possible qu'il ait brûlé, parce que la chapelle du séminaire a rebrûlé par la suite. Il y a des problèmes d'incendie. Il y a des problèmes. Les chandelles avec le bois, c'est pas extraordinaire. Mais ils ont réglé ça, ils ont mis des gicleurs partout maintenant. Ouais. Ils ont enlevé les chandelles aussi. Oui, c'est vrai. Donc, première promenade post-mortem, si on veut. C'est vrai, c'est ça notre sujet aujourd'hui. Oui, D'abord, avant d'être enterré, il y a un tour de ville qui va se faire. Il y a une grande procession qui est organisée. Premier voyage. Donc, le corps qui est vêtu des habits épiscopaux qui passe par des chapelles d'à peu près tout ce qu'il y a de communautés religieuses à la Haute-Ville, donc la chapelle des Récollets,
qui n'existe plus aujourd'hui. Là, c'est le lieu où il y a la cathédrale anglicane, ou les Trinités aujourd'hui. Ouais. Chapelle des Jésuites, ou l'hôtel de ville, donc juste en face de la cathédrale. Ça non plus, ça n'existe plus. Ainsi que les Ursulines et les Augustines. Donc, le cercueil il est en bois, il est recouvert d'une chape de plomb. Et il va être exposé 3 jours dans la cathédrale. Donc, c'est important pour la suite des choses de dire qu'il est recouvert de la chape de plomb. Donc, je vais vous On dire garde ce pourquoi. détail-là en mémoire. Exactement, on regarde ça en mémoire. Donc, en 1745, il va se déplacer une deuxième fois à cause d'un agrandissement à la cathédrale. Donc, la cathédrale va être agrandie, l'autel est déplacé. Le corps avait été placé sous l'autel. Mhm. Donc, on le déplace sous le nouvel autel de la cathédrale. Première translation. Première translation. Donc, en 1759, suite à ça, c'est la conquête. Donc, la cathédrale est bombardée par les troupes britanniques. Donc, ça va faire en sorte que ça va être détruit. Donc, il va falloir reconstruire la cathédrale. Donc, on reconstruit encore une fois, mais en agrandissant toujours. Mhm. Donc, on en profite pour rendre l'église plus grande qu'elle était. Donc, on va déplacer à nouveau le maître-autel, mais cette fois-là, on ne déplace pas le corps. OK. Donc, on va paumer François de Laval pour une centaine d'années. Paumer? Oui, il va se perdre. On ne saura plus où est-ce que le tombeau est. Donc, vu que le maître-autel est déplacé, On n'avait plus de référence. on n'a plus de référence. Parce qu'après une génération, ce qui se passe, c'est que les gens ne se souviennent plus où était l'ancien maître-autel. Le bedeau, il a oublié de l'espace. le dire à son successeur. C'est ça, puis il n'y avait pas une marque au sol Ben non. pour l'indiquer. Donc, on perd C'est mal commode. François de Laval jusqu'en 1877. OK. En fait. Et c'est encore une fois, c'est toujours les travaux qui font qu'on retrouve des choses dans les sous-sols un peu partout. Donc, au moment des travaux qui visaient à solidifier le plancher de la cathédrale, il y a des ouvriers qui vont trouver le cercueil de plomb en déblayant des gravats pour aller installer des poutres pour solidifier le dit plancher. J'imagine le curé ou le bedeau, tu sais, arrivé à l'archevêque de Québec, on a perdu François. Ben, disons que les gens savaient qu'il était quand même sous la cathédrale. Dans ce coin-là. Mais ils ne savaient pas Ouais. où, Hmm. sous la cathédrale. Comme il y a des gouverneurs de la Nouvelle-France aussi, là, qu'on sait qu'ils sont sous la cathédrale, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont exactement. Puis ça, encore à nos jours, là, pour le cas des gouverneurs. Comme Champlain. Champlain, c'est possible. Mais ça, je pourrais faire un autre Une autre chronique chronique là-dessus. sur Champlain. Alors là, il y a des ouvriers qui travaillent sur le plancher de la cathédrale, tombent sur une boîte de plomb. Est-ce qu'ils savent à ce moment-là ce qu'il y a dedans Ouais. ou ils s'en doutent? Ben, les ouvriers ne le savent pas tout de suite parce que les deux ouvriers en question ne comprenaient pas le latin. Mais le curé de la paroisse, quand on lui apprend que il y a un cercueil qui a été retrouvé, Ouais. lui, comprenant le latin, capable de lire l'inscription qu'il y a sur la chape de plomb. Uh-huh. Et là, c'est bien indiqué, François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec, décédé en 1708. Donc, il n'y a aucun doute que c'est bel et bien François de Laval qui est dans le cercueil qui a été retrouvé. Continue, oui, vas-y. Oui, OK. Ah ouais. Je pensais que tu allais me poser une Non, question. non, je te laisse aller. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on est certain, là, justement, on a retrouvé François de Laval, les prêtres du séminaire, ils manifestent tout de suite leur intérêt pour qu'il y ait une translation vers le séminaire, vu que c'était la volonté quand même de leur fondateur d'être... Parce qu'entre-temps, là, on est 150 ans plus tard à peu près. Là, On est en 1877. Bon, alors le séminaire qui avait brûlé une deuxième fois a Ça a été été- reconstruit. Exactement. Mhm. Tout a été reconstruit. Donc, le 2 mai 1878, on va procéder à ce qu'on appelle la reconnaissance officielle des ossements. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le cercueil. Il va y avoir 2 médecins qui vont placer sur une table tous les ossements dans l'ordre naturel. Ils vont constater évidemment qu'il manque des os, ce qui a été prélevé en 1708 pour faire des reliques. Mais la majorité est quand même présente. Quelques cheveux aussi sont manquants, j'imagine. Oui, On en parlait tantôt. quelques cheveux sont manquants. Aussi, on est capable, rendu à cette époque-là, de savoir quelle taille mesurait François de Laval. Ah. Et on réalise qu'il était trop grand pour le cercueil. Donc, il a probablement été mis les jambes pliées dans son cercueil à l'époque. Donc, autre petit détail post-mortem, un petit peu glauque et croustillant par rapport à ça. Donc, pour continuer dans le glauque, quelques jours plus tard, tous les os J'ai peur. tous les os vont être trempés dans un bain de cire blanche fondue. À cette époque-là, on pensait que ça aiderait à préserver les os qui allaient être exposés. Donc, contre la dégradation du temps, donc ça allait les protéger. C'est pas vrai? Ça fonctionne un temps. Donc, ça fonctionne un temps, mais tout finit par se dégrader. Donc, une fois ce procédé-là fait, on va réinstaller les os sur un coussin de couleur violet, la couleur de l'habit d'évêque. La pourpre épiscopale, oui. Et ils vont être exposés en chapelle ardente, si on veut, au séminaire de Québec. Et il y a des photos de ça qui existent, qui ont été prises par Livernois, qui est un photographe de Québec, qui avait son studio
à un coin de rue du séminaire de Québec. Donc, ces photos-là existent. C'est parmi les plus vieilles photos de Québec. On est à fin 19e siècle. Là, on est en 1878 à ce moment-là. Donc, c'est pas parmi les plus vieilles photos. Mais c'en est des vieilles. Mais c'est un témoignage important d'un événement historique unique. Là. Clairement. Donc, deuxième tour de ville après ça. Donc, avant de le déplacer pour la translation vers le séminaire, vers la crypte du séminaire de Québec, une grande procession qui est organisée, encore une fois, avec la dépouille, qui refait sensiblement le même circuit qu'en 1708, c'est-à-dire les communautés religieuses de la Haute-Ville. Le détail qui est important, en fait, qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a 30 000 personnes environ qui ont assisté à ça. Comment on sait? C'est les chroniqueurs de l'époque qui le documentent là, par les journaux. Et c'est un très grand événement à cette époque-là. Il faut dire qu'aussi, selon le recensement de 1871, donc juste quelques années avant, la Ville de Québec, c'est 76 000 personnes. Donc, il y a vraiment du monde. Là. C'est comme si on avait une procession avec 1 million de personnes aujourd'hui. Si on reste dans les mêmes proportions là, pour la Ville de Québec, ce sera la moitié de la ville qui va être là. Évidemment, il vient des gens de l'extérieur. Aussi, là, tous les évêques du Québec vont être présents. Là. Par exemple, beaucoup de communautés religieuses, mais il y a beaucoup de simples citoyens qui vont assister à ça. Il va y avoir une salve de 100 coups de canon qui vont être tirés en l'honneur de François Lévesque de la citadelle de Québec, de la terrasse d'Oram. Wow! Donc, c'était l'événement à ne pas manquer cette année-là à Québec. Exactement. C'est un des plus grands rassemblements qu'il y a eu à Québec, dans l'histoire de la Ville de Québec. C'est un des très gros... Toute proportion gardée. Le show de Jean Leloup sur les plaines en 2004, il paraît que c'était pas pire. Ça. C'est ça que j'allais dire. À cette époque-là, c'était ça. Aujourd'hui, c'est le Festival d'été. C'est le Festival d'été. C'est Paul McCartney, un demi-million de personnes en 2008. Ouais, c'est ça. Donc, suite à cette procession-là, le cercueil va être placé dans la crypte du séminaire de Québec, donc au sous-sol, et il va y rester jusqu'en 1950. Ce qui se passe en 1950, c'est que les prêtres du séminaire, ils veulent essayer le procès. Il y a un procès en canonisation qui est en cours. Et pour favoriser la dévotion, veulent rendre le plus accessible. Ouais. Donc, ils vont construire une nouvelle chapelle en annexe à la chapelle existante qui va être dédiée uniquement à recevoir la dépouille, donc qui va être placée dans un caveau sur lequel il y a un gisant en marbre qui va être placé. Ça a coûté une fortune, cette chapelle-là. À l'époque, là, c'est tout des matériaux nobles, c'est du bronze et du marbre. C'est magnifique, ça. Vous pouvez toujours aller le visiter. Ça existe toujours, cette chapelle-là. Ça fait partie du Musée de l'Amérique française maintenant. Mais justement, il y a une autre translation parce que cette chapelle-là... La dépouille n'est plus là. La dépouille n'est plus là. Parce que la dépouille n'est pas d'un musée. Parce que toute une promenade. Si c'est rendu un musée, c'est que ça a été désacralisé. Aha. Donc, au début des années 1990, c'est désacralisé pour en faire le musée de l'Amérique française. Donc là, il n'y a pas moyen de laisser quelqu'un qui est en voie d'être saint, parce qu'il n'est pas encore canonisé à cette époque-là. Il va être canonisé en 2014 uniquement. Donc, on le déplace à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le retourne à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Est-ce qu'il y a eu une procession cette fois-là? Ou Ça s'est fait beaucoup plus discrètement et il n'y a pas eu 30 000 personnes. Puis pas de coup de canon, non. Et pas de coup de canon non plus. OK. Mais il y a une nouvelle chapelle qui va être construite à la cathédrale, du côté de la rue Buade, pour installer un gisant et le tombeau de François de Laval. Donc, quand on rentre dans la basilique, c'est à droite là, de la nef. Ouais. C'est ça, c'est dans la nef de la Sainte Famille, sur la droite. Ouais. Sur votre droite, au fond à droite. Il y a un gisant là aussi. Il y a un gisant en bronze qui a été installé à cet endroit-là. Donc, c'est la dernière fois où il a été déplacé. Et à ce jour. À ce jour, on ne sait jamais. A priori, la cathédrale ne devrait pas être désacralisée. Ça devrait être le dernier lieu qu'il l'est. Donc, il ne devrait pas rebouger de là. Et pour respecter, autre détail, là, pour respecter sa volonté d'être enterré au séminaire, bien, la parcelle de terrain a été cédée de la paroisse au séminaire de Québec. Donc, ça appartient au séminaire et le séminaire s'occupe de l'entretien et des coûts reliés à l'entretien du tombeau de François de Laval. Fascinant. Emmanuel Lamontagne, c'était vraiment captivant. On espère, on attend déjà ta prochaine chronique sur Samuel de Champlain. C'était ça l'idée, hein? Ouais. Peut-être. Il y a bien des... Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de déplacements post-mortem comme ça à la Haute-Ville, comme dans toutes les villes anciennes. Alors, je rappelais justement que tu nous parlais des voyages post-mortem, de la dépouille de François de Laval, dont on fêtait la mémoire au début du mois, le 6 mai plus précisément. Merci, Emmanuel. Au revoir. Alors, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Valérie nous partage comment son cheminement l'a amené de la dénonciation au pardon.
Tu vois devant l'horizon est doux. Regarde devant nous, le ciel se perd dans la mer. Les jours te prendront par la main. Les nuits t'emmèneront loin. Sous le soleil, ton visage brille plus fort. Le soleil et la mer. Le soleil et la Le soleil et la mer. Ne regarde pas derrière, il est tourné plus tard. Ton visage, le soleil et la mer. Les maisons dorment autour, les maisons dorment autour. Regarde plus loin encore, les maisons dorment. Le soleil Ah, on n'est pas du monde. Oh, c'est toujours Antoine Malenfant, micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Femme Lady de BB Club, un duo composé de Nicolas Basque, guitariste de Plants and Animals, et d'Adèle Trottier-Rivard. Ah, on n'est pas du monde. Le sujet de prédilection de Valérie Laflamme-Caron, c'est la jeunesse, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de la pastorale scolaire ou des enjeux sociaux qui les concernent, les jeunes. Valérie semble spécialement attentive à ceux qui traversent les âges de l'innocence et de l'éveil au monde. Or, aujourd'hui, si elle est à notre micro, ce n'est pas tant pour nous jaser de la jeunesse des autres, mais plutôt de la sienne. C'est pour nous raconter un pan de son histoire, mais surtout pour témoigner du chemin qu'elle a parcouru entre l'agression et le pardon. Salut Valérie. Allô, Antoine. C'est la première fois que tu parles de cette histoire-là avec nous, Oui. ici, mais c'est pas la première fois que tu la racontes, ton histoire liée à cet événement-là. Non, c'est ça. L'an dernier, ceux qui me connaissent se souviendront d'un article de Mylène Moisan qui avait sorti quand même dans le journal, là, qui avait eu beaucoup de visibilité, où je témoignais en fait plus des aléas de la dénonciation du parcours dans le système de justice. Mm-hmm. En gros, j'ai été victime d'agression sexuelle par un oncle du tout début de la petite enfance. Là, je reconnais pas le début de ça jusqu'à l'âge de 6 ans, moment où j'ai dénoncé à mon enseignante de primaire qui l'a dit à ma mère et les événements se sont arrêtés. Mais il n'y a jamais eu de conséquences à ça directement là, par rapport à cette personne-là. Il y en a eu pour moi, par contre. Là. Mm-hmm. Puis ça m'avait toujours habité. J'avais beaucoup de colère. Puis ce qui arrive avec les agressions sexuelles, surtout commises dans l'enfance, c'est que ça crée une espèce de compartimentalisation là, dans la personne. Puis c'est ce qui explique que les gens vont dénoncer beaucoup plus tard. Des fois, on peut lire ça, entendre des critiques du genre « Ah, mais pourquoi il parle de ça? » là? C'est terminé. Là, Ouais. Qu'est-ce que tu entends par compartimentalisation? Bien, pour survivre à des traumatismes divers, bien, souvent dans la psyché, il va y avoir des espèces de catégories que tu vas faire, tu vas placer... Des tiroirs qu'on ferme. Exactement, exactement. Là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, là, mais les neuropsychologues ont documenté le truc, là, puis c'est très réel. Et puis, au début de la vingtaine, j'ai voulu dénoncer parce que moi, j'étais vraiment écœurée de cette colère-là, puis j'avais appris que c'était assez répandu dans ma famille, là, que j'étais pas la seule victime. Donc là, ça donnait une toute autre dimension à ces événements-là. Puis ma mère, j'en ai déjà parlé, est décédée des suites de l'alcoolisme. Donc on voit que ça avait plusieurs ramifications là, comme problématique. Puis moi, je voulais passer à autre chose. Pas traîner Puis, ça toute ta vie. Non, puis le transmettre aussi, Ben là, ouais. parce que ce qui n'est pas nommé peut nous posséder, je pense. Là. Puis on essaie de me décourager, là, que ce soit au sein de la famille, puis même dans un cadre d'accompagnement spirituel, parce qu'on me disait plus, le système de justice, là, ça va pas être bon pour toi, tu vas être déçu, tu vas juste augmenter comme ta haine. Ça va gratter ton bobo inutilement. Exactement. Tu sais, passe au pardon, je vais t'accompagner, on va le rencontrer, on va en parler, puis on va régler ça, tu sais. Est-ce que ça a été tenté, ça?
Non, non, parce que les gens n'étaient pas prêts. Tu sais, moi, à chaque fois que j'avais essayé d'en parler, on essayait toujours d'étouffer l'affaire, de le minimiser, de le banaliser. Puis quand on est un enfant, puis qu'on est plus jeune dans une famille, ben, on n'accorde pas nécessairement de valeur. Puis je sentais que ce serait pas assez interpellant. Donc, j'ai finalement décidé par aller au poste de police et porter plainte et tout ça. Puis, Là, t'étais déjà adulte, là, à ce moment. oui, 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 c'est ça. C'était en 2015. Donc, ça fait déjà 7 ans. J'avais 25 ans. Puis, à partir de ce moment-là, ma colère est partie. Puis, j'ai été très patiente. Puis, pourquoi j'ai interpellé Mylène Moisan? En fait, j'ai envoyé une lettre ouverte au journal au moment où j'ai appris que mon oncle était décédé avec la COVID. Donc, tout juste avant que le procès là, puisse avoir lieu. Et ça faisait 6 ans que c'était reporté, parfois par des manœuvres des avocats de la défense qui, eux, faisaient durer le processus, mais aussi à cause de la COVID là, Évidemment. qui a eu des effets. Ouais. Donc voilà, j'ai créé Mylène Moisan parce que quand j'ai appris ça, je ne savais pas quoi faire. J'étais comme tout ça, pour rien. Et puis moi, je voulais conclure là, ce chapitre-là, puis ça a eu des impacts vraiment positifs. Alors, si je récapitule, Valérie Laflamme-Caron, il y a eu des événements dans ta prime enfance, là, il y a eu la dénonciation un peu plus tard comme jeune adulte, des procédures judiciaires qui ont été entamées contre cet oncle-là, parce que ça ne concernait pas juste toi. Tu as dit il y avait aussi d'autres membres de ta famille qui ont été agressés. Et là, est arrivé le décès de cet oncle-là qui a comme finalement ça a fait patate. Là. Le procès ferme complètement dans ce temps-là, puis il n'y a plus de suite. Tu restes avec la colère dont tu parlais, j'imagine. Exactement, d'autant plus que quand on poursuit au criminel, il faut dire qu'il faut prouver que la personne est coupable hors de tout doute raisonnable. Et comment l'avocat de la défense va essayer de prouver ça? C'est en atteignant la crédibilité de la victime par des processus parfois cruels. Ouais. Donc, ce qu'on va conseiller aux victimes, c'est de ne pas en parler. Puis bon, moi, vous savez, j'aime parler dans la vie, puis je suis assez transparente et tout ça, là. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que je voulais vraiment respecter le processus judiciaire. Pour moi, c'était vraiment important. De ne pas en parler, tu veux dire de ne pas en parler dans ton entourage, de ne pas en parler Publiquement, publiquement, médiatiquement. C'est pour ça que la sortie médiatique, on va peser nos mots, mais finalement, le fait que tu aies contacté cette chroniqueuse-là du Soleil, c'est fait après le processus judiciaire, une fois que ton oncle était décédé. Exactement. Donc ça fait 1 an de ça. Cet article-là est sorti. Ça a été quoi la réaction des gens autour de toi? Les réactions ont été très positives. Puis, au niveau de la famille immédiate, j'ai pas eu de nouvelles. Tu sais, c'est vraiment une espèce de déni là, qui s'est perpétué. Puis c'était correct. C'est pas des gens avec qui je suis en contact. Là. J'ai pas d'animosité. Là. Je me réveille pas la nuit pour les haïr. Là, mais j'ai pas nécessairement des relations actives. Mais j'ai été contactée par des gens de la famille éloignée, des cousins, cousines de ma mère. Donc ça a été très touchant. Ils m'ont repéré sur Facebook, m'ont écrit. Il y a un homme, Jean, enfin, il faut dire que mon oncle aussi, c'était un multirécidiviste. Là. Je l'ai appris au moment de son décès qu'il allait avoir aussi des poursuites parce qu'il avait continué à agresser des personnes handicapées, des personnes de son immeuble qui étaient vulnérables, là, donc pas que des enfants. Donc, personne n'avait jamais rien fait là, pour l'arrêter. Et Jean, c'était un homme qui habitait dans son immeuble et qui, lui, a accompagné les victimes qu'il connaissait pour porter plainte. Donc, moi, j'ai échangé avec lui 1 heure au téléphone, puis ça a été vraiment un baume de voir qu'il y a quelqu'un qui avait pris ça au sérieux. Tu sais, peut-être pas mon histoire à moi, mais que quelqu'un avait décidé de réagir à ça. Puis, ce qui était caractéristique dans ma famille, c'est que les gens n'avaient jamais rien fait. Et puis là, je voyais que cet homme-là avait pris ça sur lui. Donc, ça a été vraiment un grand réconfort. Puis, finalement, un meilleur ami de ma mère aussi, avec qui j'ai eu un long échange. Fait que dans ces situations-là, quand il y a le silence, ce qui nous manque, c'est des repères pour comprendre. Puis ça devient une espèce de quête d'une vie. Puis moi, je pense que dans le processus judiciaire, ce que j'espérais, ce que j'attendais, tu sais, je me faisais pas non plus de grandes illusions, mais c'est que les choses puissent être nommées, puis qu'on puisse... Parce que pour moi, c'est pas normal qu'une personne comme ça puisse sévir pendant autant d'années et que rien soit fait. Il devait avoir des blessures plus grandes, des traumatismes plus grands. Qu'est-ce que les gens protègent? Pour moi, ça faisait aucun sens. Ouais. Puis comme chrétien, il y a des fois une compréhension pas tout à fait juste du pardon. Hein? J'imagine que tu as dû réfléchir à ça, c'est certain.
comment pardonner, parce que c'est quelque chose que tu désires, comme baptisé, comme tout le monde. T'sais, on veut passer à autre chose, on veut vivre en paix avec notre histoire, peu importe les traumatismes qu'on a vécus. Alors, de ce processus-là judiciaire, mais aussi tout ce qui l'entoure et ce qui l'a suivi, fait partie de cette démarche-là, Valérie? Oui, puis le pardon, c'est vraiment au cœur de la spiritualité chrétienne. Là. Même dans le Notre Père, on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a plusieurs exemples de Jésus qui pardonne. C'est vraiment un des nœuds là, de la spiritualité. Mais je pense qu'on a tendance des fois à passer un peu vite sur ça, puis à penser que le pardon, c'est juste de... On parle d'effacer la faute, mais là, il y a comme un niveau divin à ça, l'action de Dieu qui efface notre faute et qui nous accueille dans son paradis quand on meurt. Ça, c'est un niveau. Mais le pardon, c'est pas juste dire, bon, ben, il s'est passé telle chose, on va faire comme si rien n'était. Entre la faute puis le pardon, il y a toute une série de... Ouais. Exactement. Puis même quand on va en justice réparatrice, les gens qui participent au processus, il doit avoir eu un processus judiciaire. Le crime doit avoir été dénoncé, ça doit avoir été reconnu, il doit avoir eu une conséquence. Et puis, on va dire que le pardon, c'est de renoncer à la vengeance. Mais justement, le système de justice au Québec, en Occident, n'a pas comme objectif d'assurer une vengeance. On ne va pas violenter les gens qui ont été violents. On ne va pas faire œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'ai beaucoup de critiques envers le système de justice. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Mais ce qu'on souhaite, c'est premièrement protéger la société et ensuite réhabiliter les gens pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie. Évidemment, c'est hautement imparfait. Mais ça demeure les grands guides. Lorsque le juge prononce sa sentence, c'est ça qu'il a en tête la plupart du temps, du moins on l'espère. Oui, et puis malheureusement, il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas confrontés à quelque chose de très heurtant, là, les limites là, imposées par la société, par la police. Exactement, mais ils ne vont pas amorcer un processus là, de réflexion et de remise en question. Et spécialement les personnes qui commettent des agressions sexuelles, bien, il y a des programmes spécialisés qui leur sont destinés. Puis moi, je suis certaine que quelque part, même s'il ne l'exprimait pas, là, jusqu'à la toute fin, il va y avoir eu une banalisation de ce qui s'est passé, mais je suis certaine que cet oncle-là n'était pas épanoui dans sa vie, puis que, je le vois comment ça l'a fait du mal à toute ma famille, mais pour moi, ça aurait pu être une chance, finalement, d'aller voir au cœur de ça, là, puis de passer à autre chose pour de vrai. On parle un peu des étapes du pardon. Il n'y a jamais eu de reconnaissance de la faute, si je comprends bien, Valérie. Non, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est possible de pardonner, même s'il n'y a pas cette reconnaissance-là de la faute de la part de la personne qui a commis la faute? Bien, on n'aura pas eu... Ça ne sera pas arrivé entre nous deux, mais par pardon, moi, j'entends aussi remettre. Remettre la faute. Donc ça veut dire de prendre la blessure, toute la colère, le sentiment d'absurdité. Puis bon, là, je suis rendue à l'âge adulte, mais à l'adolescence, ça va avec l'estime de soi, des conduites à risque. Bon, il y a tout un ensemble de conséquences. Bien, moi, j'ai remis. À partir du moment où je suis allée dénoncer, j'ai dit, écoute, c'est ça m'appartient pas, c'est pas moi. Puis aussi, il faut distinguer l'agression du conflit. Puis ça, je pense que des fois, on saisit mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on est dans un conflit, mais on peut se faire mal les uns les autres. Là. On n'est pas d'accord, mais on est dans une posture qui est plus égalitaire. Dans un contexte vraiment de violence, par exemple, de violence conjugale ou un meurtre ou des agressions sexuelles, il y a une posture vraiment inégalitaire et de domination. Il y a vraiment une prise de pouvoir sur l'autre. Qui est plus unidirectionnelle. Exactement. Fait qu'on peut pas juste dire aux gens « asseyez-vous, puis parlez-vous, puis entendez-vous, serrez-vous la main ». C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, moi, dans ce contexte-là, je me sens tout à fait à l'aise aujourd'hui de dire non, tu sais, c'est ça, je dis, j'ai pas des bons sentiments nécessairement, mais moi, je lui souhaitais pas du mal à cet oncle-là. Puis jusqu'à la toute fin, moi, j'aurais juste voulu qu'il plaide coupable, tu sais. Qui plaident coupable, puis qui disent « oui, c'est vrai, là, j'ai pas été excellent, mettons ». Pour toi, mais pour lui aussi, si je te suis... ben oui, sortir du mensonge, finalement, là, tu sais, que tout le monde, on fasse face à la vérité, qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé, qu'on assume les conséquences, puis je comprends que quelqu'un puisse être terrifié à l'idée d'aller en prison, mais d'aller quelques mois, parce que, bon, c'est ça, les peines, là, quelques mois... 2 ans, je sais pas, je peux pas me prononcer sur ce qui serait arrivé. Dans une prison au Québec, là, dans une unité spécialisée, c'est pas non plus la fin du monde, là. On s'entend, là? Par contre, quand tu es incarcéré parce que tu es reconnu avoir agressé des enfants, il paraît que tu passes un mauvais quart d'heure en prison. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a des unités aussi qui sont dédiées à ces personnes-là, là. Il nous reste très peu de temps, Valérie.
Est-ce que tu regrettes d'avoir dénoncé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou... Oui, ça m'a aidé parce que même si j'ai pas eu les paroles que j'attendais, la rencontre que j'aurais attendue à l'issue de ce processus-là, ça l'a ouvert des portes. Je pensais justement aux différents échanges que j'ai eus avec la famille éloignée, des amis de la famille et tout ça, qui m'ont amené des informations auxquelles j'aurais jamais eu accès. Un exemple? Par exemple, moi, j'étais certaine que mon père se foutait de ce qui s'était passé parce qu'il y avait pas eu de conséquences. Puis tout le monde, dans l'imaginaire collectif, on se dit « Ah, ben un père, si ses enfants se font toucher, s'ils se font agresser, ben il va sortir ses poings, là, il va se passer quelque chose, il va avoir une réaction comme épidermique. » Puis c'était rien passé. Donc je pense que dans mon inconscient, j'avais enregistré que mon père m'aimait pas. Et en discutant avec justement l'ami de ma mère, il m'a dit « Écoute, c'est impossible que ton père le savait. » Parce que ça se serait pas passé de même. Puis dans le fond, en relisant l'histoire de ma famille, c'est clair que ma mère aussi a voulu contribuer à protéger le statu quo parce qu'elle-même n'était pas capable de faire face, tu sais. Donc, il est tout à fait probable, et c'est ce qui fait tellement du sens, c'est qu'elle lui a pas dit à mon père. Donc, puis mon père est décédé aujourd'hui, là, aussi, donc je peux pas en discuter avec lui, là, ça fait très longtemps. Mais ça bouleverse ma compréhension, puis ça me réconcilie aussi avec mon père. Donc, voilà, j'ai jamais regretté. Fait que la vérité, c'est ça, apporte beaucoup de lumière dans cette histoire-là. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Valérie Laflamme-Caron. Tu nous parlais du pardon que tu as expérimenté à travers tout un long processus de l'agression jusqu'à la dénonciation, jusqu'à un regard pacifié sur cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci, Valérie. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de se laisser, on y va avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. On n'ira pas avec Valérie qui écoute rien de bon, qui lit rien de bon ces temps-ci. Non? Mais rien que j'ose partager avec vous. Publiquement. C'est bon, ça restera notre petit secret. Emmanuel? Ben moi, je vais partager avec vous et publiquement mon amour du baseball. Donc, il y a la Ligue Frontier qui recommence cette année enfin après une pause COVID. Donc, ça débute le 24 mai. À la fois à Québec au Stade Canac et à Trois-Rivières au Stade Kiorama avec les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. Donc, j'invite les gens de la Mauricie et de la Capitale nationale d'aller voir une partie de baseball pour se changer les idées. Amateur de coups de circuit, on y retrouvera peut-être Emmanuel mangeant un hot dog. Assurément. Sirotant un bon Sprite. Merci, Emmanuel. James? Bien, vous savez, en 2021, là, on a commémoré les 700 ans de la mort de Dante, ce grand écrivain italien dont les papes ont reconnu justement la grandeur de l'œuvre, spécialement dans la Divine Comédie, qui est sa plus grande œuvre poétique. Et pour l'occasion, les éditions du Cerf ont publié une édition spéciale, en tout cas spéciale, on peut dire des éditions de la Divine Comédie, avec une nouvelle traduction qui est, je pense, assez récente là, par Lucienne Portier. Et il y a des débats toujours dans la traduction, puis je pense qu'elle a vraiment fait un beau travail. En plus, la particularité de cette édition-là, c'est que la Divine Comédie est accompagnée par les illustrations des gravures de Gustave Doré. Donc, pour moi, là, j'avais pas envie de me taper là, que du texte, là, que des strophes pendant je sais pas combien de pages, là, mais je pense que les illustrations viennent donner un beau complément à tout ça. C'est une très belle édition. Gustave Doré, pour ceux qui ne figurent pas, là, c'est les illustrations les plus communes des fables La Fontaine, celles qu'on a en tête, là, ça vient de lui. Là. Absolument, oui. Puis non, c'est assez beau. Puis je pense que pour l'occasion, en tout cas, moi, ça me donne le goût de me plonger dans cette œuvre monumentale-là. Dans la prochaine année. Donc, La Divine Comédie de Dante Alighieri, c'est aux éditions du Cerf. Absolument. Merci, James Langlois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs. Franchement, gros stock cette semaine. À la technique, James Langlois et Marc-Antoine Baudette, ainsi et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.